dans un ouvrage Féminisme et philosophie. Je pense que le XXIe siècle va poser de manière globale la question du corps des femmes, de multiples façons. Idée proposée par Pierre-Édouard Deldic, tous les dimanches à 16h10 TU sur RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International en ce vendredi, jour de Café des Sports. Vous en avez l'habitude. Café des Sports que vous pouvez écouter dans vos postes radio, en FM, sans doute un peu partout en Afrique ou à Paris, mais aussi vous pouvez nous regarder à travers le Facebook Live. Et tout au long de la semaine, vous pouvez nous regarder non seulement en Facebook Live, mais aussi sur la page YouTube de la chaîne, même on peut dire, YouTube de RFI. Nos invités, ils sont là, je vous les présente. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie. Ça va bien? Super ça a bien. l'air d'aller, à votre bonjour, ça a l'air d'aller. Ouais, ça va. Bonjour Habib Bey. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être là avec Xavier Barré. Bonjour Xavier. Bonjour Annie. Les fidèles du Café des Sports et puis le préfet bien sûr Alejandro Valente. Bonjour Alejandro. Bonjour Annie. Alors Tous aujourd'hui, de noir vêtus, ils sortent de l'enterrement ou quoi? Ça c'est du bleu. Rémi, Oui. pourtant il est à côté de vous, hein, le préfet. Il a la vue qui baisse. Mais c'est pas possible, ça c'est du bleu. Alors là, Alors nous, aujourd'hui dans nos débats, le Pays Basque surreprésenté en demi-finale de la Copa del Rey grâce à Bilbao, la Real Sociedad et Mirandes, en plus de Grenade, alors que Real Madrid et FC Barcelone ont été sortis hier soir en quart de finale. Soirée cauchemardesque ou sans conséquence pour les deux grands d'Espagne? Nous nous poserons la question. On se demandera aussi si Lionel Messi pourrait se lasser du Barça et avoir envie d'en partir. Nous évoquerons aussi les affiches du week-end, vous en avez l'habitude. Alors d'abord avec le derby de la Madonnina à Giuseppe Meazza, c'est en Italie, l'Inter reçoit le Milan et Zlatan sera encore sur la pelouse, encore une fois. En Allemagne, le Bayern, nouveau leader, jouera Leipzig et à Paris, le PSG, avec ou sans Neymar, suspense, pourrait-il être surpris par l'OL au Parc des Princes? Tous ces sujets, vous allez les entendre immédiatement dans Radio Foot. C'est parti. De los Leones. Se hunden los de Setién. Ganó la Real, perdió el Madrid, Real 3, Real Sociedad 4. Et oui, chamboulement dans la hiérarchie de la Copa del Rey, remportée 8 fois sur 10 ces dernières années par le FC Barcelone ou le Real Madrid. Mais même les tenants de la Coupe de l'an dernier, Valence, ne défendront pas leur titre. Les Blaugrana, comme les Merengues, ont été éliminés hier soir, comme Valence donc au tour d'avant, et c'était en quart de finale. Le Barça à Bilbao battu 1-0 par l'Athletic, le Real battu par la Real Sociedad à Bernabéu. Un bémol à ces éliminations, peut-être une explication, c'est la dernière saison que cette Copa se dispute, c'est la première saison, qu'elle se dispute sur un seul match. L'an dernier, c'était encore en match aller-retour. En tout cas, ces défaites, elles font mal au Real, où Zinedine Zidane, qui, notons-le, c'est ça, hein, Jefe n'a jamais gagné la coupe, ni comme joueur, ni comme entraîneur. Non, mais il n'a pas dépassé les quarts de finale. Voilà, exactement. Enfin, il l'a jamais donc remporté. Il avait changé quand même 7 joueurs par rapport aux 11 alignés contre l'Atlético lors du derby de Madrid la semaine dernière. Pour lui, pour Zidane, il faut vite passer à autre chose. C'est une défaite qui fait mal, surtout de la façon, et puis les 4 buts. Pas simplement le gardien et la défense, c'est une question de tous. C'est vrai qu'on a fait des erreurs qu'on ne commet pas normalement. C'est dur parce que c'est vrai qu'on prend 4 buts sur un seul match. Mais il faut relever vite la tête et penser déjà à notre prochain match, parce que il faut accepter aussi d'avoir perdu, aussi contre une équipe qui nous a mis en difficulté. Rémi Ngono, je me tourne vers vous.
Cette défaite, elle fait mal pour l'élimination en Coupe du Roi ou aussi parce que c'est la fin de 21 matchs d'invincibilité du Real qui donc ne perdait pas depuis 21 rencontres? Elle fait mal parce que c'est un coup dans le moral et bien évidemment, quand vous avez quand même 21 matchs et que vous n'avez pas perdu, on se rend quand même compte que c'est le seul trophée qui manque à Zinedine Zidane qui a réussi à aligner 3 Ligues des Champions, une Liga sans pour autant des clubs, de Super Coupe d'Europe. Ça fait quand même mal aussi pour le Real qui est en train de vivre une véritable malédiction avec cette Copa del Rey. Dire en 3 décennies, n'en a gagné qu'à peine 3. Ça fait quand même pour une équipe qui est reine du monde, reine d'Europe, qui ne parvient pas à s'imposer avec une Coupe du Village, comme je l'appelle souvent. Il vaut peut-être mieux une Ligue des Champions qu'une Copa del Rey. Oui, mais bien évidemment, il faut une Ligue des Champions, mais Zinedine Zidane avait quand même à cœur de pouvoir gagner cela, sauf que là aussi, quand on voit ces changements, ce n'était pas finalement sa préoccupation. Parce que si ça aurait été sa préoccupation, je crois qu'il aurait fait que Hazard joue, il aurait fait que Casemiro, qui sait bien, puisse jouer, parce qu'il sait très bien que depuis la défaite contre Majorque, c'est-à-dire jamais le Real ne prenait plus de but, c'est-à-dire c'était l'audio Casemiro, qui d'ailleurs a été élu le meilleur joueur du mois du Real Madrid, avec Valverde, eh bien, durant tout ce temps, il n'y a que 4 buts. Et sans Casemiro, et en plus vous enlevez Mendy, alors que vous savez très bien que... Mais il avait fait beaucoup de changements, effectivement. Je ne sais pas ce qu'il faut penser de ce qu'a dit Rémi Ngono, en fait. Parce qu'il a trouvé des excuses et après, il a d'abord accablé le Real et après, il a trouvé des excuses. Donc, je crois qu'il faut... C'est Zidane qui a décidé tout. Non, mais on est d'accord sur le fait que, de toute façon, ce n'était pas un objectif prioritaire pour le Real Madrid, cette compétition. Donc, j'arrive pas à entendre ça. J'arrive pas à entendre cette chose-là. C'est pas un objectif prioritaire. Il l'a sacrifié souvent en quoi ces dernières saisons. En quoi c'est pas un objectif? Alors dans ces cas-là, tu vas pas final si c'est pas un objectif prioritaire. Ça a changé dès le premier match, tu envoies ton équipe 3 ou 4 et puis tu dis bah de toute façon ça m'intéresse pas de continuer. Quand tu es en demi-finale de la Copa del Rey, ton objectif c'est de la gagner. On n'était pas en demi-finale. Non, en quart de finale. Mais je veux dire, peu importe, c'est pas forcément le stade, mais il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas d'objectif prioritaire. Lorsqu'on est un club comme le Real, on a quand même un effectif jouer sur plusieurs tableaux, et lorsque je regarde l'équipe du Real qui a été présentée hier soir, il faut arrêter de me dire que c'est une équipe qui n'a pas le niveau. On a quand même des Marcelo, on a des Sergio Ramos, on a Militao qui a été acheté chez on a James Rodriguez, on a Valverde, il y a Toni Kroos, c'est des joueurs, il y a Benzema, c'est pas n'importe quel joueur qui est dans cette équipe. Donc les objectifs prioritaires qu'aujourd'hui on hiérarchise la Ligue des Champions en premier lieu, je peux comprendre, mais il faut arrêter de penser qu'en quart de finale de la Copa del Rey, tu joues pas l'objectif de la gagner, sinon on n'y va pas du tout. Puis il faut savoir une chose, c'est que pour Florentino, c'est une obsession de faire les triplés qui échappent depuis toujours au Real Madrid, alors que Barcelone, par exemple, l'a réussi 2 fois dans la dernière décennie. Donc, pour lui, c'était très important de gagner cette coupe. Et Florentino Pérez, le président, est donc extrêmement déçu par cette défaite. Si important que ça, il aurait aligné ses titulaires. Voilà, vous l'avez rappelé, Casemiro sortait d'une grippe, etc. Bon, il faut ménager. Il avait sûrement des bonnes raisons, mais c'est vrai que c'était surprenant tous ces changements. Parce absolument. On sait que Marcelo, ces derniers temps... Mais vous savez que Zidane, la politique des Zidane aussi, c'est de garder l'ensemble de ses joueurs concentrés sur l'objectif. Donc, quelque part, il faut qu'ils tiennent... qu'il soit cohérent avec son discours. Oui, mais quand vous voyez qu'un garçon comme James, qui est à la cave depuis plusieurs mois, est titularisé d'entrée, même si c'est un très bon joueur, mais qu'il n'est plus du tout dans le coup, forcément, vous vous dites, ah bon, est-ce qu'il mise vraiment sur la qualification? On peut avoir des doutes. Le résultat, d'ailleurs, sanctionne ces choix qui me paraissaient, moi, étonnants. En tout cas, c'est vrai que c'est un coup d'arrêt. Bon, même si, évidemment, on sait que l'objectif de cette équipe, elle est toujours première de la Liga. Et c'est l'une des obsessions de la saison. Pour le Barça, cette défaite vient s'ajouter, on vous en a parlé dans Radio Foot cette semaine, à des épisodes qui ont plombé, bien sûr, l'ambiance. Souvenez-vous, la presse parlait de chaos à Barcelone, parlait de tsunami cette semaine. Et cela s'achève par une sortie de route à Bilbao. Mais le nouvel entraîneur, vous allez adorer Habib Beye. Cette déclaration, Quique Sétienne en retire du positif.
Il est vrai que les résultats sont toujours la chose la plus importante, mais les sensations le sont aussi. L'équipe a très bien joué et nous étions meilleurs. L'Athletic a bien joué aussi, même si je crois que notre gardien n'a pas eu un arrêt à faire et que l'on a contrôlé le match pendant toute la seconde période. Beaucoup de gens ne voient que le résultat, mais j'aimerais mettre l'accent sur beaucoup d'autres choses. Habib Beye, est-ce une défaite encourageante ou un aveu d'impuissance, c'est-à-dire on joue bien et on perd? Oui, c'est un petit peu ça. En plus, lorsqu'on regarde ce match du Barça, j'ai regardé, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a des gens qui sont plus précis en statistiques, mais je crois que c'est que 4 tirs cadrés sur la rencontre, 4 ou 5 tirs cadrés sur la rencontre. C'est insuffisant. Lorsqu'on est le FC Barcelone, on ne peut pas espérer, en tout cas, faire un grand résultat en n'ayant que 4 tirs cadrés avec autant de matière à sa disposition. Le Barça est en grande difficulté sur le plan, je ne dis pas grande difficulté sur le plan sportif, mais extra-sportif. On a vu tout ce qui se passait avec Abidal, Messi. Là, je crois que c'est d'ailleurs Jordi Alba qui s'est maintenant mêlé aussi, un petit peu à cette problématique. Donc on sent que c'est un petit peu instable, c'est tendu. Bon, voilà. Maintenant, l'entraîneur, c'est un discours de façade pour masquer un petit peu le fait que son équipe n'ait pas réussi son objectif. En plus de prendre un but à la 90e minute, c'est jamais simple. 93e. Même. Alejandro moi, je pense qu'il faut, dans toute chose, on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Oui, mais quand on joue bien, on doit gagner, on ne doit pas perdre. Oui, et c'est vrai que Barcelone a à la fois manqué de justesse. Il y a 2 énormes occasions, 3 même, Ansu Fati, Griezmann, Messi, qui sont arrêtés de manière extrême par le gardien ou par un défenseur sur la ligne, et un penalty flagrant qui n'est pas sifflé. Bon, il y a un arbitrage un peu surréaliste qui n'a pas aidé Barcelone dans sa quête. Après, c'est vrai que Barcelone a du mal, a beaucoup de blessés, doit gérer une situation qui est complexe. Donc, cette élimination, évidemment, fait mal parce qu'en plus, c'est un but contre son camp. C'est jamais agréable de réussir ça dans les arrêts de jeu. Mais bon, Barcelone, la Coupe d'Espagne, a l'habitude de la gagner quasiment tout le temps. Le Real venait d'être éliminé, donc ça a enlevé un poids aussi mental au Barça. Et puis, effectivement, Barcelone a joué dans l'ensemble un beau match. Moi, j'ai pu regarder les matchs sur une chaîne étrangère parce que c'était pas diffusé en France. Et j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était un match assez intéressant du Barça par rapport aux limitations qui sont les siennes aujourd'hui. Ça révèle quand même ce qu'évoquait Habib au début de son intervention, c'est le manque de potentiel offensif du Barça actuellement. Le Real Madrid Griezmann hier a démarré sur le banc. Oui, alors le Real Madrid Suarez, hier. Rappelons-le. Voilà, Suarez blessé, Dembélé blessé, Griezmann remplaçant. Donc on débute avec Messi, Ansu Fati et Sergi Roberto, ailier droit. Le Barça totalise 11 tirs, dont 5 cadrés, là où le Real Madrid a 22 tirs. Hier soir contre la Real Sociedad. Donc on voit que le pouvoir offensif... Après, oui, mais le Real Madrid jouait à Bernabéu, le Barça jouait à Bilbao. Oui, mais on sait que le Barça joue toujours offensif. Mais donc on voit qu'il y a un potentiel offensif terriblement amoindri du côté de Barcelone. C'est pas pour rien qu'il y a eu ces efforts pour recruter un attaquant supplémentaire pendant la trêve, que ça a malheureusement foiré, d'où toutes les polémiques qu'il y a actuellement, notamment autour d'Eric Abidal. Rémi, je vous voyais sourire quand on parlait Alejandro. Parce que je trouve que Alejandro nous sort des choses là en disant ils ont très bien joué. Moi, j'ai quand même vu sur la chaîne étrangère. Peut-être comme c'était à l'étranger, c'est pour ça que vous n'avez pas bien regardé le temps de franchir les frontières. Donc, nous autres, on a regardé ça et puis il trouve une excuse d'un pénalty flagrant. Tout de suite, quand c'était le Real, il n'a pas trouvé que le Real a bien joué, comme Xavier Barry vient de le révéler, que le Real fait 22 tirs. Il n'a pas vu le but du Real qui est refusé de Vinicius, alors qu'il n'y avait pas de hors-jeu. Donc, il faut arrêter ça. Moi, je dis aujourd'hui, le Barça, c'est une équipe quelconque. Donc, s'il dit ça, enlever le poids parce que le Real a perdu, mais... Le Barça ne joue que la Coupe du Roi, puisque le Barça ne va jamais gagner la Ligue des Champions. Ça, c'est un théorème. En tout cas, il a fait le premier de son groupe. Non, c'est terminé. On le sait. Vous avez dit, un groupe plus compliqué. Notre coupe, c'est la Coupe du village. Donc, c'est un échec flagrant, puisque vous n'allez remporter. Vous venez de perdre la Super Coupe. C'est pas un échec plus flagrant pour Barcelone que pour le Real Madrid. Vous êtes derrière, au niveau de la Liga.
au niveau de votre Real. groupe du village, pas, vous n'êtes pas là. Et de ce point, c'était une bonne occasion de pouvoir enfin se réconcilier parce que la maison du Barça est en train de brûler. Et comme le dit un proverbe africain, les mouches ne se posent pas sur une calebasse en ébullition. Il fallait faire quelque chose pour baisser la température. Mais là, c'est déjà le volcan. Une question qu'on peut se poser, Abibey, et on voit que sur les réseaux sociaux ces dernières heures, avec ce qui s'est passé avec Abidal, ça fleurit un peu partout. Est-ce que Lionel Messi ne pourrait pas être fatigué, non seulement du manque de résultats sportifs, on sait que lui qui est un compétiteur, ça doit le perturber, mais en plus, ce qui se passe autour du club, où c'est sans doute moins bien qu'à une certaine époque, est-ce qu'il ne pourrait pas se dire « je m'en vais, j'en ai assez » ? Moi, j'y crois pas un instant, mais parce que j'arrive pas à le voir en fait avec un autre maillot que celui du Barça. Alors dans les réseaux sociaux, oui, on a vu avec le maillot de Manchester City. Et d'ailleurs, Laporte a eu un mot très intéressant parce qu'ils ont mis la tête de Lionel Messi sur le corps d'Aymeric Laporte. Il a dit, je suis pas sûr qu'il joue aussi bien avec mes jambes. mais bien sûr parce qu'il y a toujours ce fantasme de retrouver la paire Guardiola-Messi. Et puis parce qu'on pense à Cristiano Ronaldo qui a fait un petit pari comme ça de fin de carrière. Oui, mais Ronaldo l'avait fait déjà avant avec Manchester, le Real, et puis maintenant la Juve. J'ai l'impression que Messi finira au Barça. Non, il avait dit en Argentine. Oui, mais on le verra pas dans un autre grand championnat européen. J'ai pas l'impression. Après, peut-être qu'on sera surpris, mais je le vois pas avec une autre tunique, le Barça, sur le continent européen. Alejandro ? Moi, j'y crois pas du tout. Après, c'est sur Messi, on fantasme beaucoup. Mais justement, ça aussi, il l'entend, Messi. La semaine dernière, j'entendais partout, à Barcelone, c'est lui qui décide de tout, etc. Alors que lui, il soutenait Valverde est parti. Lui, il voulait Neymar est parti. Enfin, il n'est pas venu. Messi ne décide pas de tout. Et je pense qu'à un moment donné, Abidal a été extrêmement maladroit en affirmant que les joueurs avaient voulu la peau de Valverde, en quelque sorte, en travaillant peu. C'était une erreur de la part d'Abidal qui probablement, on le soupçonne parfois de parler peut-être un peu trop avec les joueurs français de l'équipe et un peu moins avec les autres. Mais bon, je pense que ce sont des crises. Quel est ce club? Rémi, vous imaginez Messi partir et faire un peu comme Cristiano Ronaldo, justement aussi, parce que Ronaldo l'a fait, où ça sera définitivement l'homme d'un seul club. Malgré la tempête, il restera fidèle. Mais si Messi part dans un autre club, c'est comme si vous me posiez la question, est-ce que vous imaginez le poisson aller vivre au soleil? Cela veut dire que, naturellement, il est mort. Parce qu'aujourd'hui, on constate que même au niveau de son propre pays, il ne parvient pas à être le vrai Messi. Il faut savoir que le Messi, c'est-à-dire qu'en Argentine, il n'a jamais été le vrai Messi. Il n'a jamais été le dieu là-bas. Comme à Barcelone. À Barcelone, il est roi. Donc aujourd'hui, ce Messi-là se sent seul. Et il ne peut pas aller tenter une autre aventure. C'est vrai que quand vous regardez, par exemple, DJ Militaro, qui a fait un YouTuber qui a eu à parler avec Guardiola, Guardiola a dit que, mais attendez, si Messi part du Barça, ce sera une vraie catastrophe. Mais cependant, il n'exclut pas pour le club. Mais en même temps, j'ai dit, aujourd'hui, ce Messi-là, qui depuis 5 matchs, ne parvient pas à trouver la cage, les filets. Alors, ce Messi, qui rate déjà des face-à-face, ce Messi, aujourd'hui, lui aussi, à 33 ans, est bel et bien sur le déclin. Et il ne peut pas courir le risque d'aller ailleurs quand il est déjà vieux. Il y a un proverbe africain qui dit « On n'apprend pas à un vieux mouton à monter sur l'arbre ». Non, mais tu peux pas dire ça, Rémi. Tu peux pas dire qu'il est sur le déclin. Il vient de remporter un 6e ballon d'or. Aujourd'hui, c'est un joueur qui, chaque année, on va dire, les statistiques, c'était pareil pour Ronaldo. Ronaldo a relancé la machine, comme Messi va la relancer. Ce sont des joueurs extraordinaires. Tu peux pas condamner Lionel Messi parce qu'il n'a pas marqué depuis 4 ou 5 matchs avec le Barça. Ils sont dans une situation difficile, mais tu reverras Messi à son plus haut niveau. Oserait le courtiser. Mais plein de clubs sont prêts à l'accueillir. Parce que c'est quand même particulier de faire venir Messi dans son club. On sait qu'il va être évidemment et avec quel salaire important. Oui, évidemment, mais même quel salaire. Le problème, c'est que quand je dis quel club aimerait le courtiser, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais pour moi, le plus important, oserait. Mais est-ce que
FC Barcelone oserait se séparer d'un tel symbole. Ce n'est pas le FC Barcelone qui décide. Le FC Barcelone n'a pas de contrat en main. Messi aujourd'hui peut partir quand il veut. Il a une clause qui lui permet de partir à chaque fin de saison. Quand il veut, voilà. C'est-à-dire il n'a pas un contrat qui le lie au FC Barcelone. 700 millions d'euros quand même, la clause. Elle est à 700 millions d'euros, donc effectivement... non, il n'est plus sous contrat là. À la fin du contrat... L'année prochaine, elle sera en fin de contrat. Oui, mais cet été-là, en 2021. Donc pour le moment, il est encore lié pour au moins 1 an et demi avec le Barça. Donc je vois pas de club s'aligner pour pouvoir le débaucher. La seule chose qui peut se passer, c'est que Messi, effectivement, s'en aille. Oui. Vous avez bien posé le problème, Annie. Et donc... qu'il soit lassé. Et je pense qu'en fait, ce qui se passe actuellement, c'est une façon pour lui de remettre la pression vis-à-vis du président. Alejandro Valente l'a très bien rappelé tout à l'heure. Il y a un directeur sportif qui n'a pas apporté les renforts que lui espérait. Il y a un président qui non plus n'a pas suffisamment, en tout cas, appuyé pour le satisfaire. Donc c'est une façon d'essayer de reprendre un peu la main, de se mettre évidemment les supporters dans la poche pour être un petit peu plus écoutés au sein du club. Ils se sont trompés sur le recrutement parce que c'est pas qu'ils n'ont pas recruté. Ils ont pris Frenkie de Jong qui était courtisé par toute l'Europe. Ils ont pris Griezmann. Ils ont pris Griezmann qui est quand même un joueur aujourd'hui où ils ont payé très cher. À partir de là, on ne peut pas considérer qu'ils ont... C'est que pour l'instant, Frenkie de Jong, pour moi, n'est pas encore à son niveau de l'Ajax, mais en même temps, il ne joue pas dans le même registre. Et puis pour Griezmann, c'est la problématique de s'intégrer dans... Ça fait plusieurs années que le Barça se plante dans le recrutement, parce qu'avant Abidal, il y avait eu Roberto Fernandez, qui a été à moitié viré parce qu'il ne donnait pas satisfaction. Avant lui, il y avait Andoni Zubizarreta, qui est maintenant à Marseille, qui avait été remercié parce qu'il n'avait pas fait une bonne campagne de recrutement. En fait, depuis le départ de Sorian Feriano et de Aitor Begiristain, qui sont à Manchester City avec Guardiola, eh bien, depuis le départ de ce duo-là, de ce trio-là même, le Barça patauge au niveau du recrutement. Et c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, on continue de faire revenir au coup par coup des vieux comme Paulinho, le Brésilien, ou le Vidal, le Chilien, ou quelques-uns, parce qu'on n'arrive pas à s'inscrire dans la durée pour avoir des joueurs qui s'installent aux côtés de Messi. Il y a un auditeur qui vous propose un proverbe sur cette histoire de Messi, justement. Il s'appelle William Vanker Wakumpala. Vous me direz ce que vous en pensez. Dire que Messi peut quitter le Barça, c'est comme dire à un poisson d'aller vivre sur le soleil. Donc, il meurt. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Un peu comme votre proverbe. Donc, ce que moi, je voulais juste ajouter, c'est que il ne faut pas dire que Messi n'a pas de décision. Vous savez très bien ce qui s'est passé avec Père Gratakos, qui était bel et bien un ancien joueur du Barça pendant 7 ans, qui a entraîné Messi au Barça B, et qui, une fois qu'il est devenu le responsable de l'équipe professionnelle, eh bien, il a déclaré que le Barça, ce n'est pas seulement Messi, mais c'est qui y a autour de lui, les Iniesta et autres. Mais à partir de là, Messi s'est fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a demandé. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, Messi est en train de bouder par rapport à Abidal. Ne dites pas le contraire. Bon, et quand on me parle des recrutements, effectivement, il y a déjà eu... Rémi, il est resté à Abidal au terme de cette semaine, et apparemment, le président Bartomeu essayait de calmer les choses. Durant le week-end, en tout cas, le FC Barcelone ira jouer au Betis Séville. Ça sera dimanche soir. Le Real à Osasuna. Et samedi, nous aurons l'Atlético qui recevra Grenade. Encore un petit mot, Alejandro, une remarque? Non, aucune. Écoute, il y a un auditeur guinéen qui dit, puisqu'il y a beaucoup de clubs qui n'osent pas aller vers Messi, je propose qu'Oroya s'élance. Très bonne initiative. Oroya de Conakry. Il fait chaud aussi là-bas, un peu comme à Barcelone. Allez, on continue. Zlatan is back et il sera, c'est sûr, au centre des attentions du grand stade de Milan dimanche soir pour le derby de la ville entre Nerazzurri et Rossoneri. La confrontation le 21 septembre dernier avait permis à l'Inter, entraîné, on vous le rappelle, par Antonio Conte, de l'emporter 2-0. Cette fois, l'équipe qui est donc toujours deuxième à 3 points de la Juve, cette équipe de l'Inter, eh bien, a beaucoup d'avance sur le Milan qui est 6e, 19 points les séparent. Cette équipe du Milan qui a changé si souvent d'entraîneur, cette équipe légendaire à l'époque de Silvio Berlusconi et qui a perdu beaucoup de sa superbe. Mais écoutez, une des dernières fois où le Milan gagnait. Punta l'aria, chiedono due, colpo di tacco ancora, Kaká in area di rigore, tolto, che azione del Milan, strepitoso il colpo di tacco di Seedorf, ecco pallone che arriva, Cordoba non arriva e poi è gol di
secondo me Cristiano Zanetti, destro deviato, autogol, 2-0 per l'Inter, Cristiano Zanetti, vuole la profondità Kakà, la trova, non lo chiede nessuno, Kakà. Xavier Barré, ce derby de la Madonnine, comme on le surnomme et comme peuvent le voir ceux qui nous regardent à travers le Facebook Live, on a une belle photo de cette affiche de ce derby du week-end. Depuis mai 2008, c'est-à-dire après la grande époque, on a eu 13 victoires de l'Inter pour 9 seulement du Milan. Et ce Milan qui avait gagné à l'époque en 2004 3-2, on entendait les commentaires, on entendait les noms Zanetti, Kaka, Seedorf. C'était vraiment une autre époque bien révolue. Clairement, ça on le sait, on le répète souvent dans cette émission. Depuis que Berlusconi a eu ses problèmes judiciaires à répétition, il a perdu de sa force financière. Du coup, il a dû vendre le club, qui est devenu beaucoup moins attractif. Mais surtout qui a été vendu puis revendu. Alors ça, vendu à des Chinois, revendu à des Américains. Oui, parce que effectivement, le Chinois qui l'avait acheté n'avait pas les moyens, et c'est donc le fonds de pension américain qui s'était porté garant, qui a récupéré ce bébé sans vraiment le vouloir. Donc, du coup, les ambitions ont été revues à la baisse. On essaye de faire venir des joueurs qui sont susceptibles d'être, de faire du trading, en gros. Et effectivement, c'est pas la vocation du Milan, compte tenu de son histoire, d'être un club qui fait du trading. Donc, il y a une incompréhension de la part des supporters. L'arrivée de Zlatan, c'est un petit peu un coup de poker qu'on tente, parce que effectivement, du coup, on focalise l'attention sur Zlatan. Ça détourne un peu des vrais problèmes du club. C'est quand même, on a le sentiment d'un grand gâchis, parce que quand on voit les joueurs qu'il y a dans ce club, on se dit qu'il y a sûrement moyen de faire mieux. Justement, Habib, le mot est entré dans le dictionnaire, le petit Robert, en 2016. Alors on va se demander, est-ce que Ibrahimovic peut zlataner ce derby ? Il peut, oui, parce que c'est un joueur hors norme, c'est un joueur qui va, comme l'a dit Xavier, prendre toute cette pression sur ses épaules. Il arrive juste après le match contre l'Atalanta où Milan avait pris 5-0. Depuis, Milan n'a pas perdu, mine de rien. Même si les résultats ne sont pas exceptionnels, mais ils n'ont pas perdu. Donc ça peut apporter une forme de dynamique à cette équipe. Même si 3 victoires d'affilée. Donc à partir de là, ce joueur-là a toujours surpris, a toujours changé un petit peu les choses à l'intérieur d'un club. Son palmarès à Zlatan, mais il est limité aussi par son âge aujourd'hui. 4 victoires quand il jouait à l'époque pour l'Inter, parce que c'est le joueur dont on parle parce qu'il a fait partie de ces deux équipes. Et il n'a eu que 2 victoires pour l'instant avec le Milan et il n'a pas fait le match aller, lui. Oui, et puis je trouve qu'il apporte une exigence. Moi, je l'ai vu la dernière fois dans le match où il ne reçoit pas une passe d'un partenaire. La façon dont il regarde, on a l'impression qu'il va littéralement le prendre et le couper en deux. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'il fait peur un petit peu à tout le monde, mais pas peur dans le sens propre du terme. Mais il y a une forme d'aura autour de ce joueur-là. Et une aura qui peut être très positive sur ses partenaires dans l'exigence. Et peut-être que le Milan peut se servir de Zlatan Ibrahimovic pour revenir à un meilleur niveau. C'est vrai que ces deux clubs-là, même si l'Inter revient bien maintenant depuis 2 ans, là où ils ont joué la Ligue des Champions, mais vous avez vu qu'ils sont éliminés en Ligue des Champions, ils vont jouer l'Europa League. Donc ce sont 2 géants d'Italie qui essayent à chaque fois de ressortir un petit peu la tête de l'eau. Mais qui ont du mal. Rémi, est-ce que Zlatan, qui captive l'attention, est capable d'aider ce Milan alors dans ce derby et puis d'une façon plus générale, malgré l'âge et malgré les rides? Malgré l'âge et malgré les rides, il faut savoir que ce sera un peu difficile dans la mesure où, même contre Hellas Vérone, j'ai quand même vu ces Milan-là. Même s'ils ont eu 26 tirs, il faut quand même se dire que Hellas Vérone avait un carton rouge. Maintenant, qui est au niveau du Milan vraiment ayant une classe de joueurs qu'on puisse accepter à part Rebic? Bon, vous avez peut-être un gardien de but, Donnarumma. Oui. Mais à côté de ça, c'est un Milan très très léger. Ce n'est plus le Milan qui à l'époque a été... Non, mais c'est d'abord un problème de joueur. Ce n'est pas seulement un problème de joueur, c'est un problème. Mais ça aide pas. Ce n'est pas un problème d'entraîneur d'abord, c'est un problème, qualité de l'effectif. Ça n'aide pas à obtenir un bon travail. Oui, la qualité de l'effectif. Si vous n'avez pas un bon effectif, comme par exemple quand Zlatan était là avec les Thiago Motta avant qu'ils ne partent, tous, lorsqu'ils ont été virés, lorsqu'ils ont été libérés, il fallait voir ce Milan-là. Et c'est Milan d'aujourd'hui. C'est à peu près le jour et la nuit. Non, donc, pour moi, aujourd'hui, Milan, avec un Zlatan qui a vieilli, avec un Zlatan... Il l'avait pas contre Hellas Vérone. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Je suis pas d'accord. Il n'a pas joué. Je pense qu'à Milan, il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs, mais ils ont... Alors, bien sûr, c'est pas les stars qu'il y avait il y a 20 ans, ça, on est d'accord. Mais il y a de quoi faire beaucoup mieux que ce que fait Milan. Et le problème, c'est un problème de direction. C'est que vous avez eu des entraîneurs qui ont valsé. Vous avez eu Gattuso qui est maintenant à Naples, qui n'est pas
pas du tout un bâtisseur, qui est un espèce de chef de commando. Vous avez eu aucun entraîneur qui a eu suffisamment de poigne pour pouvoir installer ces nouveaux joueurs. Quand vous voyez qu'ils ont, ils ont des Théo, le meilleur buteur du club actuellement, c'est le petit Théo Hernandez, le frère de Lucas Hernandez, qui joue arrière gauche. Alors que vous avez devant des joueurs comme Rodrigo Leao, l'Espagnol Suso, qui d'ailleurs a été prêté à Séville, Raphaël Leao, Çalhanoğlu. Il y a des joueurs, il y a des bons joueurs dans cette équipe, mais ils ne forment pas une équipe, et c'est ça le drame du Milan. Alors qu'en face, on aura Lukaku, en face, on aura et surtout, on aura beaucoup de points d'interrogation, parce qu'il y a beaucoup de... Non, Lautaro Martinez est suspendu. Et justement, c'est une des interrogations qui va le remplacer. Mais il y a Eriksen, il y a Ashley Young, il y a... Voilà, il y a des joueurs qui sont arrivés et qui vont changer l'animation du jeu de cet Inter de Milan. On va voir. C'est pas les conditions idéales, peut-être, pour changer tout ça d'un coup. Mais d'un autre côté, on connaît Antonio Conte. On sait qu'il a beaucoup de talent et d'audace. Et je pense que ça va être un match extrêmement intéressant parce que l'Inter a beaucoup changé. Une belle affiche en Italie, une belle affiche aussi du côté de l'Allemagne. Pour la frappe superbe, l'égalisation pour Leipzig avec cette reprise de grande classe de Timo Werner. Petit ballon à l'entrée de la surface, le contrôle orienté est une merveille. L'incroyable Robert Lewandowski qui s'offre un triplé aujourd'hui. Et oui, les Ogres sont de retour. Ils ont repris la tête de la Bundesliga. La dynamique des victoires accumulées toutes ces dernières journées les rend favoris, d'autant qu'ils joueront dans leur belle arena, dans leur antre, le Bayern Munich, qui ne mène que d'un seul point devant le RB Leipzig, auquel il sera confronté. Alors le RB Leipzig, ces derniers temps, avait des résultats beaucoup moins probants. Ce match sera aussi un face-à-face de buteurs. Timo Werner, 20 buts cette saison contre Robert Lewandowski, 22 buts à son actif. Pour le défenseur du Bayern, vous allez l'entendre, Joshua, ce match peut être essentiel dans la course au titre. Leipzig a bien sûr été un peu dérouté par ses récents résultats, la défaite contre Francfort en championnat et en coupe, et le résultat nul à domicile face à Mönchengladbach. Je pense que ce sera un match important pour eux comme pour nous dans la course au titre. Il y a beaucoup de passion au sujet de cette rencontre. Leipzig est vraiment une équipe douée pour le pressing, qui a beaucoup progressé et qui essaye de pratiquer un beau football. Je m'attends à un match de haut niveau. Est-ce que dans ce championnat, on peut dire que les choses redeviennent normales, que c'est le Bayern qui a repris la baguette, même si c'est très très serré, parce qu'on a le Bayern, on a ensuite donc Leipzig qui est à 1 point, Dortmund à 3 points, avec Mönchengladbach. Toutes ces équipes-là sont mais quand on a eu ce débat en présentation de la reprise de la Bundesliga dans votre émission, Annie, là, à la fin, il y a le Bayern était très loin. Le Bayern était décroché, et moi je vous avais dit, le Bayern, ça arrive régulièrement, ils sont décrochés, et puis ils rattrapent parce qu'ils ont un vécu, ils ont un potentiel, ils ont un effectif colossal, et les autres, ils s'essoufflent, et à la fin, c'est toujours le Bayern qui est champion. Alors, il n'aura pas fallu attendre 2 mois pour ça, ils sont déjà en tête. Alors bien sûr, la concurrence en plus, au lieu qu'il y ait eu comme à une époque que Dortmund qui pouvait les challenger, là il y a Mönchengladbach, il y a Leipzig, donc parfois la concurrence se tire dans les pattes, et du coup le Bayern passe devant, et je pense que le Bayern va filer vers un nouveau titre de championnat. Habib, les adversaires changent contre le Bayern, parce qu'on n'imaginait pas, on va peut-être avoir un mano à mano de nouveau avec le Borussia, parce qu'ils ont l'air d'être tous les deux dans une bonne dynamique. Dortmund aidé d'un certain Haaland, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, le Bayern face à Leipzig est forcément parce que comme le dit Xavier, je pense que le Bayern est surpuissant en termes d'effectifs aussi. Lorsqu'on voit les joueurs qu'ils se permettent de mettre sur le banc, on se rend compte la richesse de cet effectif. On a des Alcantara qui sont sur le banc, on a des Goretzka, des joueurs qui sont intéressants lorsqu'ils rentrent, qui sont capables de faire de grosses différences. Il y a un joueur aussi, Lewandowski, qui marque chaque année toujours autant de buts. Il était 4 fois meilleur buteur du championnat. Et puis, comme le dit Xavier, il y a ce qu'on appelait le Fergie Time, et on a l'impression qu'en Allemagne, c'est toujours le même moment où le Bayern prend en fait 5, 10, et puis parce que c'est ce mois de février en fait où on voit la Ligue des Champions revenir, donc des compétitions européennes pour tous les clubs comme Leipzig, comme Dortmund, et que le Bayern a peut-être plus de capacité à gérer ces moments-là. Leipzig reste sur 3 matchs sans victoire, 7 buts encaissés. Vous allez ensuite au Bayern sur un match qui doit vous voir repasser devant le Bayern. C'est peut-être ce moment-là en fait que les clubs n'arrivent pas à gérer, et on se rend pas compte, mais
ce que disait Ferguson, vous gagnez pas en fait le championnat d'Angleterre pendant le Boxing Day, mais vous pouvez le perdre. Et souvent c'était le cas, c'était que lui arrivait à gérer ces périodes-là et qu'ensuite, avec son effectif, en quelque sorte, il arrivait à réguler l'avance qu'il avait sur les autres. Et je trouve que le Bayern, déjà au mois de février, s'il venait à prendre 3 ou 4 points d'avance sur Leipzig, ça serait déjà important en vue de l'effectif du Bayern, même si le football parfois nous réserve des surprises, mais j'ai l'impression qu'il y a une telle expérience, une telle institution, c'est un tel effectif que bon, je vois pas comment. Peut-être Dortmund avec cette nouvelle pépite qu'ils ont devant et cette émulation qu'il peut créer, mais je reste persuadé que le Bayern sera champion. Alejandro, surprise, moi je suis curieux de voir Dani Olmo s'insérer parfaitement dans cette équipe de Leipzig. Il arrive de Croatie, mais c'est un joueur formé au Barça, un joueur extrêmement talentueux et je pense que c'est une très bonne recrue pour Leipzig. Rémi, la Bundesliga, un 9e titre, je crois que ça serait 9e titre consécutif, Xavier, si je ne me trompe pas, pour le Bayern Munich. Et ils n'ont plus été champions depuis 2012 ou 2013, j'ai un doute, vous voyez, depuis la dernière fois que Dortmund avec Jürgen Klopp a été champion. Ouais. Rémi? Ce sera difficile pour Leipzig, mais en même temps... ils ne sont pas dans un bon moment, quoi. Ils ont eu des résultats irréguliers, on va dire, ces derniers temps. Des résultats irréguliers, et même ça aussi, le Bayern ne rassure pas comme... voilà. Vous regardez les matchs, oui, mais parfois c'est tiré par les cheveux. Regardez comment est-ce qu'ils gagnent contre Hoffenheim. Ils prennent 3 buts, c'est-à-dire qu'en coupe. Donc, on peut bien me dire que ce Bayern-là, il est puissant offensivement, mais en même temps, ce Bayern est un peu faible défensivement. Vous voyez déjà que... mais je suis d'accord avec toi, mais ils mettent 4-1 à la 80e minute, donc je veux bien qu'ensuite ils prennent 3 buts, mais ils mènent 4-1 à la 80e. Les gens vont croire que le Bayern domine autant que ça, mais regardez au niveau des statistiques. Si Bayern a marqué 58 buts, eh bien, Leipzig a marqué 53. Non, mais... Si Bayern a encaissé 25 buts, je dis bien 25 buts, Leipzig, 23 buts, Leipzig a encaissé 23. Ce qui signifie que cette équipe prend des buts. Cette équipe ne marque pas autant que l'année dernière. C'est ce qu'il faut regarder. Mais Rémi, on est d'accord avec toi. À ce niveau de la compétition, le Bayern était à 63 buts. Oui, mais on est d'accord avec toi. Mais t'as vu comment ils ont commencé 17. Mais t'as vu comment ils ont commencé, Rémi? C'est ça, en fait, que dit Xavier. C'est-à-dire qu'ils ont eu un départ catastrophique. À un moment donné, je crois qu'ils étaient à 12 ou 13 points de la tête. Et tu les vois aujourd'hui revenir et être au mois de février, début février, 1 point devant Leipzig et ils reçoivent Leipzig. C'est ça, en fait, c'est le scénario. C'est là où je te rejoins, c'est que oui, le Bayern est pas aussi solide que les années précédentes, sous Guardiola, sous Heinkes, parce qu'ils prennent plus de buts. Mais le match dont tu parles contre Hoffenheim, ils le plient en 80 minutes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'après, c'est anecdotique pour moi les buts qu'ils prennent. Ils les prennent, mais à la 80e minute, ils mènent 4-1. Donc moi, c'est plus ça, en fait. C'était cette capacité qu'ils ont, en fait, à gérer ces moments-là. Tu te dis 15 points de retard ou 10 points de retard et tu dis ah ouais, ça y est, c'est fini le Bayern cette année, ça va être une catastrophe, ils ont changé d'entraîneur, c'est assez rare pour le Bayern en cours de saison et tu dis bah c'est pas leur année. Et puis tu regardes le mois de février, tu dis waouh, ils avaient 13 points de retard et maintenant ils sont en point de pas 13 points. Non, mais ils avaient 10 points et à un moment donné, je crois qu'ils ont eu une dizaine de points. Non, c'était 7. Les débats partagent beaucoup nos auditeurs, en tout cas ceux qui nous écrivent sur la page de Facebook. Ceux qui nous regardent. Voilà, il y a Romuald Dongo Minga par exemple qui pense que Leipzig va gagner le championnat car le Bayern va laisser des plumes en Ligue des Champions, alors que Dukros Sungo dit qu'en Allemagne, le championnat se joue entre 18 équipes et à la fin, c'est le Bayern qui gagne. Voilà. Un bon proverbe. Il faut lui dire juste que Leipzig est aussi en Ligue des Champions. Ils joueront contre Tottenham d'ailleurs et ils ont aussi l'intention de briller. Ils ont peut-être des objectifs différents. Plus loin. Exactement. On continue avec l'affiche de la Ligue 1 qui se tiendra au Parc des Princes. Et c'est parti. Neymar sur le côté, le Brésilien qui accélère et transmet. Ben Yedder, première attention, c'est capté par le gardien strasbourgeois. Ouh, Dimitri Payet qui met le feu. Mbappé, but. Ah, quel talent. Ligue 1. Des Princes, un choc sur le papier, peut-être pas sur la pelouse. Le PSG en clôture de la 24e journée accueillera l'OL. 2 équipes dont le dernier match a peut-être laissé quelques traces. On se souvient de ces Parisiens qui sont allés gagner à Nantes, mais qui se sont fait peur un peu face aux Canaries en fin de partie. Et puis les Lyonnais, eux, qui ont été tenus en échec dans leur parc à eux, le parc OL, par Amiens. Pour le PSG, on dit qu'il n'y aurait peut-être pas Neymar, qu'il n'y aurait peut-être pas Thiago Silva. Bon, alors ça, c'est peut-être des rumeurs
pour faire peur à l'ennemi. De l'autre côté, Anthony Lopez, lui, sera bien dans les buts. Le Paris Saint-Germain avait gagné le match aller à Lyon. Par un but de Neymar. L'OL, Habib, va arriver en mode Ligue 1, c'est-à-dire on est là pour surprendre les Parisiens, ou aussi en pensant que ça peut être un bon qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions. Et on le précise, ils vont recevoir la Juventus Turin. Oui, je vois pas Lyon avoir assez de certitude en fait pour embêter ce PSG. Autant sur certaines années, on avait cette capacité pour les Lyonnais à être très efficaces dans les grands matchs, c'est parce marquer qu'il n'y a beaucoup pas de de buts. paille. C'était un peu l'homme de ces Ouais, derbys. c'était un petit peu l'homme qui était capable d'élever son niveau de jeu dans les grands matchs. Je ne vais pas dire que cette équipe de Lyon elle est ordinaire, mais pour moi, elle n'a pas assez de capacité, pas assez de certitude au moment où on parle pour venir au Parc des Princes et espérer l'emporter face à un PSG qui, pour l'instant, est très souverain dans ce qu'ils font, même si là, il y a eu une petite frayeur sur les 15-20 dernières minutes face à Nantes, mais on sent que c'est une équipe qui maîtrise son sujet en Ligue 1. Donc à partir de là, pour moi, ça va être un match très compliqué pour les Lyonnais. Alejandro ? Je me rappelle quand même que Rudy Garcia, quand il était arrivé à Marseille, il démarrait pratiquement au Parc des Princes et il avait réussi quand même à bloquer le PSG. C'était pas un match inoubliable. Ouais, le fameux 0-0, ils avaient même pas tiré au but. Voilà. Mais il n'est pas performant dans les grands matchs. Il n'est pas performant dans les grands matchs non plus, Rudy Garcia. Il a perdu le derby face à Saint-Etienne déjà. Il a perdu. C'était un de ses premiers matchs. Il a perdu face aux Marseillais aussi. Il ne faut pas l'oublier, au Vélodrome. Mais bon. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'écart en fait entre ces deux équipes. Puis il y a surtout Xavier. beaucoup d'inconstance du côté lyonnais. On ne sait jamais quelle équipe on va avoir. Alors Oui, on c'est pour peut ça. avoir qui sait une équipe flamboyante, mais j'en doute franchement parce que Quand ils viennent au parc, ça peut les. Oui, mais regardez le match aller déjà. Autant ces dernières saisons, quand PSG allait à Lyon, on se disait ça va être. Ils les et ça avaient a même souvent battus été. il y a 2 ou 3 saisons. Ils l'ont gagné. Ils ont battu 2 fois en 3 ans. Et ça a été souvent le coup d'arrêt pour le PSG. À Lyon, ils perdaient. Et c'était la fin de la série d'invincibilité. C'est arrivé régulièrement. Cette année, le PSG est allé gagner à Lyon. Alors, ce n'était pas un match extraordinaire, mais le PSG n'a pas vraiment été inquiété. Donc, moi, je crois pas, malheureusement, que cette équipe lyonnaise puisse être celle qui va gêner le PSG cette saison. saison. Nos auditeurs s'attendent à un grand Toko Ekambi. On verra. Mais... Évidemment, ça sera lui qui, en tout cas, peut rendre service à l'OL. Rémi, pour terminer sur cette rencontre, vous aussi, vous pensez que ça sera un Noël en mode peut-être inconnu plutôt que mode Ligue 1 ou mode Ligue des Champions? Oui, je crois que ce match est quand même terriblement déséquilibré parce que vous voyez, même s'il y a Karl Toko Ekambi, mais vous perdez quand même sur blessure votre meilleur joueur. Ce n'est pas Depay seulement, c'est Adelaide. Oui, bien sûr. Et puis après, il y a Soleil qui s'ajoute avec les ligaments. Ça fait déjà énorme pour une équipe de Lyon qui n'avait pas ils ont autant de certaines capacités. ressources, C'est ça. On pense à Aouar, on pense à moi, Cherki. Donc, Aouar aujourd'hui, oui, on peut bien le dire, mais quand vous regardez cette équipe de Lyon, qui avait déjà quand même des certitudes sur Depay, qui lui-même était devenu un capitaine, et lorsque vous voyez comment ils jouent contre Amiens, il n'y a pas beaucoup de consistance. Ils vont arriver là au Parc des Princes, même sans Neymar, rien qu'avec Mbappé ou bien Di Maria ou Icardi, c'est quand même terriblement au-dessus de Lyon. Ouais. C'est terriblement au-dessus de ce Lyon qui a perdu vraiment ce qu'il pouvait faire, qu'il s'envole. Mais avec ces blessures-là, je ne pense pas. De toutes les façons, il y a un proverbe africain qui dit qu'une mouche qui perd son aile, c'est comme un éléphant qui perd sa jambe. Bon, d'accord, Rémi. Ou ça trompe. En tout cas, tous ces matchs auront lieu dimanche en fin de journée. À notre dernière page de ce Café des Sports, nous passons à notre session carton. Carton jaune. Un carton qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. On va commencer par le carton de Radio Foot International, parce que la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps de donner notre carton dans cette émission, et on en profite, d'autant qu'il est en images pour ceux qui peuvent nous regarder. C'est un carton à la fois vert et vintage, comme on dit, car il s'adresse à un très grand joueur argentin,
Alejandro Valente, c'est Merci. aussi pour vous. Mario Kempes, champion du monde à l'âge de 23 ans avec l'équipe d'Argentine, c'était en 1978. Eh bien, Mario Kempes a 65 ans, le cheveu un peu plus court, reconnaissons-le. Mario Kempes, toujours beaucoup d'allure. Eh bien, il vient de trouver sa place dans le Wall of Champions, dans le mur des champions au musée de la FIFA en Suisse. Rappelons 20 buts pour 43 sélections. Il en avait marqué 6 durant la Coupe du Monde 78. Il a disputé 3 Coupes du Monde, d'ailleurs, pour l'Argentine. Habib Bey. Mais je n'ai pas de carton aujourd'hui. Non, je n'ai pas de carton. Par contre, je suis très surpris par Vous avez vu que Rennes a officialisé le départ d'Olivier Létang. Oui. Donc, c'est pas un carton, mais je suis très surpris pour un club qui va très très bien. Oui. De voir son président partir. Donc voilà, il n'y a pas forcément de carton, mais donc du coup je laisse la place à mes camarades qui ont plus de temps. Un carton sans couleur, mais qui signale effectivement que Olivier Létang, qu'on connaît, qui avait l'air de contribuer à cette bonne phase de Rennes, rappelons-le, ils sont 3e du championnat de championnat de France à l'heure actuelle. Xavier Barré. Mais écoutez, moi je vais mettre un carton vert et rose en fait à Christine Sinclair, l'attaquante du Canada. Qui vient de battre le record de buts au niveau international pour les dames en ayant marqué son 186e but. En fait, elle a marqué un doublé à l'occasion du tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques dans la zone CONCACAF, Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes. Bon, alors, le Canada s'est baladé contre Saint-Kitts et Nevis 11-0, donc c'est plus facile de marquer des buts dans ces conditions-là. Mais je voudrais lui tirer un coup de chapeau. Pourquoi ? Parce que je me souviens quand l'été dernier, lors de la Coupe du Monde féminine, j'avais la chance d'être accrédité par Radio France Internationale pour la suivre. Elle était dans la zone mixte du Parc des Princes et elle répondait aux questions des reporters canadiens et canadiennes après le match qui avait vu l'élimination du Canada. Elle était très affectée visiblement et on lui demandait si elle allait continuer. Parce que Christine Sinclair, elle a déjà 36 ans. Et ben, elle continue et elle devient la record woman donc des buts au niveau international. Chapeau, madame. Ouais, elle voulait établir au moins un record. Alejandro Valente. Allez, moi, je fais comme Rémi. Je donne la parole à ceux qui nous écoutent sur Facebook Live. Et il y a un carton de chaque couleur. Rapidement, un carton vert à Alexander Isak, l'attaquant suédois qui a marqué 2 buts pour la Real Sociedad hier soir. Qui a donc contribué à battre le Real. Ça, c'est Sedou Sokoroko Mamoudou qui donne ce carton. Il y a un certain Cristiano d'Afrique qui donne un carton jaune à Zidane pour avoir sous-estimé la Real Sociedad, justement. Et puis, Chances donne un carton rouge au dirigeant du football africain qui l'accuse de s'être couché devant Gianni Infantino pour récupérer les fameux milliards promis pour les stades africains. Ah bah ça sera l'objet d'un débat sur l'antenne de RFI au cours du week-end, dimanche, autour d'Alain Foka. Vous entendrez notamment Samuel Eto'o et notamment Habib Bey. Avec Hervé Penaud, ils évoqueront justement ce thème, une CAN ou pas, tous les 4 ans. Rémi Ngono, votre carton, votre couleur. Boris Amvené de ma page Facebook Rémi Ngono officiel et de mon site coufran.com, parce qu'il faut le dire, donne donc un carton rouge, peut-être je vais mettre jaune, au ministère des Sports camerounais qui nomme un entraîneur qu'on appelle Clément Aroga pour aller accompagner les Lions A' au niveau du Tchad. Et car par la suite, ils ajoutent 5 autres entraîneurs pour un comité, pour assister l'entraîneur. Donc ça fait trop d'entraîneurs pour une même compétition. Et chaque fois c'est comme ça au Cameroun, lorsqu'on nomme un national, on vient avec un groupe d'autres individus et du coup personne ne peut décider parce qu'ils sont nombreux. Chacun dit il faut mettre tel, l'autre dit il faut mettre tel. Et finalement, comme le dit un proverbe africain, trop de cuisiniers mettent beaucoup de sel dans la sauce. Voilà, ça fait tourner la sauce. Une petite correction, ce débat aura lieu en fait le 16 février prochain autour de Samuel Eto'o dans l'émission d'Alain Foka. Et c'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup messieurs d'y avoir participé, d'avoir accepté d'être avec nous et d'être filmés justement avec Souel Kedir et avec aussi Cyril Etienne qui était au service vidéo. Pour ce qui est de Radio Foot, eh bien, m'ont aidé à préparer l'émission David Finzel et Pierre-Olivier Guérin. Laurent Salerno, comme d'habitude, était à la réalisation. On vous souhaite à tous bon week-end et on vous dit à lundi prochain pour une nouvelle semaine de football dans notre monde qu'est la planète football. À bientôt, bon week-end.
Et que d'ici et que d'ailleurs...